Si cette vidéo te plaît, abonne-toi, ça fait plaisir. Bonjour, bonsoir, tu vas bien? Moi ça va nickel. Ce micro, est-ce qu'il est attaché? Pas du tout, c'est juste pour avoir quelque chose sous la main pour parler. Est-ce que tu connais le mini-golf? Oui, bien évidemment. Mais est-ce que tu connais l'histoire du mini-golf? Tu sais, l'homme a toujours aimé mettre des balles dans des trous. Et ça sonne bizarre, je sais, dit comme ça. Techniquement, le basket, c'est mettre une balle dans un trou en hauteur. Le football, c'est mettre une balle dans un trou protégé par un gardien. Ou encore, le rugby, c'est mettre une balle dans une surface. Mais attention, une surface protégée par des gros gaillards. Ou encore le Quidditch, où tu dois mettre une balle dans un trou, mais avec zéro flow. Ce sport est ridicule. Alors aujourd'hui, on va parler du mini-golf, un sport méconnu, mais qui a une très belle histoire, je trouve. Mais tout d'abord, faisons une petite présentation de ce sport magnifique. Alors le mini-golf, aussi appelé golf miniature, putt-putt ou encore crazy golf, est un sport dérivé du golf plus traditionnel, dont le but est de mettre une balle dans un trou à l'aide d'un putter. Qu'est-ce qu'un putter, vous allez me dire? Un putter, c'est un bout de métal qui sert à faire des putts. Rien de plus simple. Pute! J'ai dit pute! Tout en faisant le moins de coups possible. Et oui. Sauf qu'à la place de le faire sur un terrain qui fait plusieurs hectares, on le fait sur un terrain qui fait littéralement la taille d'un parking de Lidl. Et comment on en est arrivé là, vous allez me dire? Bonne question. Bonne question. Alors il y a un gros débat là-dessus. Il y en a certains qui disent que c'est né dans les cours des élites européennes et américaines, et d'autres qui disent qu'on doit l'appellation mini-golf au début des années 20. Mais une chose est sûre, c'est qu'on doit ce sport aux femmes, surtout les femmes écossaises. Parce qu'en Écosse, si tu veux, il y a une petite ville qui s'appelle Saint Andrews. Et là-bas, il y a un terrain ultra connu, même légendaire, qui s'appelle le All Course. 18 trous. D'immenses greens accueillant chacun 2 trous. Une longueur de 6 km 600. Un bunker légendaire sur le trou 17. Il faut savoir que ce terrain a toujours hébergé de grands tournois, notamment une trentaine d'Open. Alors les Open, si vous voulez savoir, c'est des grands tournois de golf. Je connais pas beaucoup les tournois de golf, mais je sais que ça c'est un tournoi majeur. Sauf que ces tournois étaient uniquement réservés aux hommes blancs et riches. Il faut pas croire que ce sport n'attirait que la gente masculine. Les femmes ont toujours été intéressées par tout ce qui est sport. C'est juste que à l'époque, vouloir pratiquer un sport était mal vu, voire peu distingué pour une femme. C'est honteux! Et quand bien même certains country clubs, donc les clubs de golfeurs, accueillaient des femmes, c'était uniquement pour divertir les golfeurs qui étaient eux considérés comme plus sérieux. Et donc je résume, nous avons l'Écosse, un terrain légendaire, un tournoi légendaire, des hommes qui peuvent jouer mais pas des femmes. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? What we doing? What we doing? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? What we doing? Eh ben on va faire jouer les femmes ailleurs. Oui. Et ça tombe bien, vous allez me dire, il y a un petit terrain juste à côté du terrain principal qui est disponible. En effet, juste à côté du hall course, le terrain principal, il y avait un terrain juste à côté qui était uniquement réservé aux caddies. Vous savez, ces types qui suivaient les golfeurs professionnels et qui transportaient leur club, ciraient leurs pompes et servaient littéralement rien qu'à ça. Ces mêmes caddies avaient leur propre terrain sur lequel ils pouvaient s'entraîner entre 2 passages de golfeurs professionnels. Sauf que ce terrain n'avait rien à voir avec le terrain principal. Déjà, il était beaucoup plus petit. L'herbe y était rugueuse parce que les gens faisaient leur lessive dans un lac juste à côté. Il était rempli de terriers de lapins. Mais surtout, ce qui va en faire sa spécificité principale, c'est qu'il était rempli de bosses, à tel point qu'on appelait ce parcours l'Himalaya. Et tous ces éléments faisaient qu'on pouvait uniquement progresser sur le terrain avec un putter. Vous savez, les putters, c'est ces petits... c'est pour putt. Mais peu importe, les femmes avaient enfin leur propre terrain et pouvaient enfin jouer. Elles n'allaient pas s'en priver. Marina domine et tu t'inclines. Pour vous la faire courte, on se retrouve avec un terrain impossible à pratiquer, des femmes qui peuvent jouer uniquement là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va organiser un tournoi. Et cela se fit savoir à travers tout le pays, leur faisant d'ailleurs gagner en popularité, à tel point qu'en 1867, c'est pas moins d'une centaine de femmes qui se regroupèrent et créèrent le Saint Andrews Ladies Putting Club. Et c'est d'ailleurs cette même année que les femmes organisèrent leur premier tournoi de golf, qui se composait alors de 45 trous réalisés en 3 manches. Et ça, c'est juste la base du sport.
À ce moment-là, on peut pas vraiment encore parler de mini-golf, parce que c'est juste des femmes qui jouent sur un terrain qui n'est pas adapté au golf plus classique. Et dans ce cas, il va falloir revenir sur le golf classique pour essayer de mieux comprendre l'essor du mini-golf. Vous allez voir. J'ai pas compris. On a donc les bases d'un sport, et d'un côté, on a un sport qui est déjà préétabli. Sauf que ce sport commence à attirer les masses. Et à l'époque, les riches propriétaires de terrains de golf ne voulaient pas non plus que les masses ne jouent à leur sport préféré. Et l'élite de l'époque s'empressait de priver les masses de leur sport favori. Imaginez, vous êtes un homme riche des années 1800, votre sport préféré demande d'avoir d'immenses terres. Et là, tout d'un coup, vous voyez le premier pecno venu jouer à votre sport. Non, je vous rassure tout de suite, leur tentative ne marchait pas vraiment. So we don't have the capacity. Et après quelques tentatives peu fructueuses pour leur empêcher de jouer à leur sport, on s'est vite rendu compte que le golf commençait à toucher n'importe qui. Hommes, femmes, peu importe la classe sociale et peu importe la race surtout, tout le monde commençait à s'intéresser au golf. Et tandis que le golf s'infiltrait dans les sphères publiques, attirant des personnes de toutes classes et toutes races confondues, le sport devient tellement populaire que des villes comme New York commencèrent à établir des terrains publics ouverts à tous, comme le terrain du parc Van Cortlandt en 1895. Mais le golf, c'est bien. Que tout le monde puisse jouer au golf, c'est encore mieux. Que tout le monde puisse pratiquer, c'est encore mieux. Mais il y a un petit problème avec ce sport, vous allez me dire, c'est... Le sport prend beaucoup de place. Juste pour que vous sachiez, un terrain de golf, c'est en moyenne, et je dis bien en moyenne, 50 hectares. C'est énorme. Et c'est là, mesdames et messieurs, qu'intervient un nouveau personnage qui sera important dans notre récit. Je parle bien évidemment de James Wells Barber, qui, sans le vouloir, a créé la version qu'on connaît du mini-golf en construisant le Diesel Do. C'est imprononçable. Qui est un parcours de 18 trous en Caroline du Nord. Et la spécificité de ce parcours, c'est qu'il comportait des obstacles aussi bien naturels qu'artificiels. On avait des paysages, des architectures et des structures qui influencèrent d'ailleurs la notion de mini-golf moderne. Il faut savoir que ce genre de parcours a explosé en popularité les années qui suivèrent, avec pas moins de 50 000 parcours similaires qui popèrent un peu partout dans les États-Unis dans les années 30. Et cette popularité s'explique par plusieurs choses. Tout d'abord, la surface requise pour ouvrir son propre parcours de mini-golf était moindre comparé à un terrain de golf classique. Avec un petit terrain, vous pouviez avoir votre propre business facilement. Il y a aussi le fait que chaque propriétaire de mini-golf pouvait avoir son propre style, et donc on était limité uniquement par son imagination. Mais le plus gros facteur qui fait exploser la popularité du mini-golf, c'est son prix. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans les années 20, un sentiment d'enthousiasme et d'optimisme se faisait ressentir aux États-Unis. Les banques prêtaient, les femmes se libéraient, les Américains construisaient, ce qui faisait que les Américains pouvaient acheter, les usines produisaient, et le prix des actions s'envolait. Cette période qu'on appelait les années folles était la vitrine parfaite du rêve américain, avec une promesse selon laquelle tout le monde pouvait, à force d'un travail acharné, grimper l'échelle sociale. Et cette hausse de la production et de l'économie, au sens global, était bien trop rapide et cela finit par créer une bulle spéculative. Et selon l'économiste Jacques Brasseur, le cours des titres augmente plus que les profits des entreprises. Et ces mêmes profits augmentaient plus que la production. Et enfin, cette production augmentait bien plus que les salaires, bon dernier dans cette course. Faisant alors que les patrons devenaient de plus en plus riches en dépit des travailleurs. Et à la veille des années 30, tout s'effondra. Le jeudi 24 octobre 1929, la bulle spéculative débutée en 1920 finit par éclater, faisant de ce jour qu'on appelle aussi le jeudi noir, l'un des plus sombres de l'économie américaine. Et les répercussions furent immédiates, avec un taux de chômage explosant le plafond et une économie s'effondrant comme un château de cartes. On entrait alors dans ce qu'on appellera plus tard la Grande Dépression. Les Américains n'avaient plus de travail et de facto plus d'argent. Les familles étaient expulsées de leur logement, les forçant à habiter dans des bidonvilles près des agglomérations, comme les tristement célèbres Hooverville, en référence au président de l'époque. Et les queues pour la soupe populaire étaient si présentes dans les villes,
À tel point qu'à l'époque, lorsque tu faisais la queue pour la soupe populaire, tu ne voulais pas être parmi les premiers à être servi. Parce que les légumes soumis à la gravité tombaient au fond de la marmite. Et donc les premières personnes à être servies finissaient avec une soupe moins nourrissante que les dernières personnes à être servies. S'il restait encore de la soupe à ce moment-là. C'est dire à quel point c'était vraiment pas facile à l'époque. Et pour revenir au mini-golf, parce que oui, à la base c'est une vidéo sur le mini-golf, le prix de l'activité était l'une des principales raisons de son succès, parce que de 1, on pouvait s'amuser pour pas cher, et de 2, cela donnait l'occasion aux personnes les plus pauvres d'imiter les riches en jouant au mini-golf, même si cela ne durait que le temps d'une partie. Et tout cela pour guérir ce sentiment généralisé de blues que subissait le pays à cette époque, afin de retrouver ce sentiment d'optimisme de la dernière décennie. Et vous savez ce que le mini-golf a rapporté en plus de tout ça ? Le racisme. Attendez, je vais me justifier. Parce que pour rappel, à l'époque, le golf et sa version miniature grimpaient en popularité, faisant de ce dernier l'un des top divertissements de l'époque. Après l'alcool, bien évidemment. Et ce sport attirait autant la population américaine blanche que noire. Et cette même population afro-américaine n'était pas toujours autorisée à pratiquer sur les country clubs détenus par des personnes blanches. Ségrégation, tu connais. Et on se retrouvait alors avec des golfeurs pro afro-américains qui ne pouvaient s'entraîner que sur des terrains de mini-golf. Mais le truc, c'est qu'on leur refusait aussi l'accès à certains mini-golf. Du coup, ce qui est beau avec tout ça, c'est qu'en réponse à toute cette ségrégation, les communautés afro-américaines de l'époque, via des organismes communautaires afro-américains, s'étaient organisés pour créer leur propre terrain de mini-golf. À tel point que sur les 150 mini-golf présents dans les années 30 à New York, la grande majorité d'entre eux étaient situés à Harlem ou d'autres quartiers afro-américains. D'ailleurs, en 1964, à Sainte-Augustine, en Floride, c'est un parcours de mini-golf qui fut le premier établissement public à être ouvertement ouvert, ça veut rien dire ce que je viens de dire, aux personnes afro-américaines. Donc on peut dire qu'indirectement, le mini-golf a participé à la lutte contre la ségrégation aux États-Unis. Et ça, c'est nice. Et donc, pour conclure cette vidéo, le mini-golf est un sport extraordinaire. Parce qu'on peut littéralement dire qu'il a été créé par des femmes, il a aidé les populations lors de la Grande Dépression, et il a aidé à affronter le racisme.